No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizant. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode Place aux Flammes avec Francisca González. Bonjour Francisca. Bonjour. Débutant votre carrière en tant que professeur de lettres modernes en lycée, vous avez consacré presque 25 ans de votre vie à l'enseignement et aujourd'hui vous nous accueillez dans un des fleurons de savoir français, la Manufacture de Sèvres. Cette institution unique dans le monde porte un héritage prestigieux depuis le XVIIIe siècle. Sous cette verrière où nous nous trouvons, nous sommes au cœur de la manufacture, la production d'œuvres d'art en porcelaine. Cette maison abrite aussi deux musées, celui de Adrien Dubouché à Limoges et celle des Sèvres. Il fut d'ailleurs le premier musée voué aux arts du feu. Cependant, nous sommes aujourd'hui ici parce qu'on souhaite vous rencontrer car vous pilotez l'école de Sèvres. En tant que responsable formation des métiers de la céramique, qui se trouve aussi au sein de cet établissement public. Donc, quelle est la vocation de l'école de Sèvres ? Dans votre préambule, vous résumez parfaitement cette symbiose. En effet, la cité de la céramique Sèvres et Limoges est composée de les deux musées nationaux, la Manufacture de Sèvres et l'école de Sèvres. L'ambition de l'école de Sèvres, elle repose sur la transmission des savoir-faire. D'accord. Depuis le fondement de la manufacture en 1740, la transmission est au cœur de Sèvres. Il existe 26 métiers différents, exercés par 120 agents à peu près. D'accord. Chaque métier requiert d'une expertise et une maîtrise du geste. Que ce soit dans le service de fabrication où par exemple on va faire ces moules ou le tournage, ou dans le service de décoration où il y aura le filage à l'or par exemple. Nous sommes riches d'un patrimoine séculaire qu'on doit protéger et c'est une des vocations de l'école de Sèvres, c'est-à-dire que l'acquisition de l'excellence relève d'années d'expertise technique. Okay. Il faut au moins 5 ans pour estimer qu'on a un bon peintre. Nous devons effectuer la relève de génération en génération. Donc l'école de Sèvres, elle a surtout une vocation professionnelle. Il faut prévenir et entretenir la transmission des savoir-faire et la maîtrise de ces gestes qui sont très techniques au sein des différents ateliers. Donc, ce que l'on souhaite, bien sûr, c'est de pouvoir attirer de jeunes talents. Aujourd'hui, on a un nouveau défi, c'est de pouvoir, et qui n'est pas moindre, c'est de retenir ces jeunes talents au sein de l'école de Sèvres. L'école de Sèvres, elle offre une formation d'apprentissage sur 2 ans. Okay. C'est une formation qui est rémunérée et diplômante. À l'issue de la formation, les jeunes vont avoir un diplôme de brevet des métiers d'art, spécialité céramique. Ensuite, les jeunes apprentis sont préparés pour préparer un concours, le technicien d'art, parce que ce que l'on souhaite, évidemment, c'est qu'ils puissent intégrer et devenir des futurs agents et pérenniser nos métiers, puisque les métiers d'art sont généralement en tension. Oui. Pour ce qui est le fonctionnement de l'école, les apprentis sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils passent 2 jours et demi au sein des ateliers, le cœur de métier. Elles sont formées par des maîtres d'apprentissage et ces maîtres d'apprentissage sont des référents. En parallèle, en fin de semaine, elles vont avoir des cours classiques, histoire de l'art, dessin d'art, dessin technique, technologie, physique, chimie, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde aussi scientifique. Oui, tout à fait. À l'issue de la formation, les jeunes doivent préparer ce qu'on appelle un projet de réalisation. Et dans ce projet de réalisation, elles doivent effectuer et créer une pièce, une nouvelle pièce qu'on va appeler le chef-d'œuvre. Revenons à votre parcours qui est aussi très inspirant. Pouvez-vous nous raconter de qui avez-vous reçu cette flamme ? En
qualité de pédagogue ou sur le plan personnel? Alors, la première flamme, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est Madame de Pompadour. Bien sûr. Madame de Pompadour, sans elle, on ne serait pas ici, sous cette verrière et dans ce patrimoine. Le premier atelier de pâte tendre est fondé à Vincennes, dans le château royal, sous le règne de Louis XV. Okay. Et évidemment, l'influence de Madame de Pompadour, sa favorite. Madame de Pompadour, c'est une flamme parce que je considère qu'elle est une influenceuse avant l'heure. Oui. Donc, on lui doit évidemment d'être ici, mais en particulier, elle va être à la genèse de ce qu'on appelle le fameux biscuit. Donc là, je vais vous montrer un biscuit. Un biscuit, il a comme particularité qu'il n'est pas émaillé et qu'il n'a pas de décor. Et ça, c'est caractéristique de la manufacture de Sèvres, surtout pour pouvoir se distinguer de la manufacture de Meissen en Saxe, en Allemagne. D'accord. Donc ça, c'est ma première flamme qui me vient à l'esprit. Oui. La deuxième flamme, en tant que pédagogue, de toute façon, en tant que pédagogue, j'ai été inspirée par des théoriciens, des collègues, des amis, et en particulier aussi par les élèves. Mais la deuxième flamme qui vient à l'esprit en tant que pédagogue, c'est une femme qui était enseignante, qui s'appelle Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, enseignante, diplomate, poétesse, elle est chilienne du XXe siècle. Elle provient d'un milieu modeste, Oui. d'un petit bourg au nord du Chili montagneux, Valle del Elqui, qui se trouve entre la cordillère des Andes et l'Argentine. Elle est enseignante à 17 ans et dès ses premiers textes, elle dénonçait l'exploitation des enfants et les problèmes des conditions de la femme. Elle recevra le prix Nobel de littérature en 1945. Et elle avait une grande fierté de dire qu'elle était un alliage d'un sang basque et d'un sang indien. Tout à fait. Et vous-même, vous êtes biculturelle, vous êtes franco-chilienne. En effet, oui, je suis franco-chilienne. Je suis née au Chili, j'ai grandi en France, j'ai construit une grande partie de ma vie d'adulte au Chili et je suis ici depuis quelques années en France. Tout comme Ulysse, Ulysse, notre héros de l'Antiquité, mes parents ont été exilés politiques en 1973. Ulysse, c'est le premier exilé des textes fondateurs. Alors, si je fais cette analogie, c'est parce que il me semble que cette condition humaine d'exil et d'être banni vient depuis les textes fondateurs. Évidemment que j'ai une énorme flamme et admiration pour ma mère qui est arrivée et a atterri en France avec 2 bébés. Et même si la France était un pays et une terre d'asile et d'accueil, il fallait absolument qu'elle se reconstruise. Et dans cette reconstruction, de recommencer de rien, je hérite d'elle cette flamme qui a à voir avec non seulement une capacité d'adaptation, mais selon moi d'innovation. Ulysse, lui, il va regagner Ithaque. Les exilés d'aujourd'hui ou ceux que j'ai partagés, cet exil va se transformer plus en une biculturalité, mais il y a toujours un regard qui est posé dans ces mouvements et ces déplacements dans ces 2 univers qui nous constituent quand on est biculturel. Et quand on est dans ce regard-là, il y a, moi, ce que j'appelle l'innovation. L'innovation. Qui est aussi l'innovation pédagogique, j'imagine, au sein de l'école de Sèvres aussi. C'est-à-dire que l'innovation pédagogique, elle est pour moi le catalyseur du plan stratégique de l'école de Sèvres. Ok. Il ne faut absolument pas qu'on perde de vue que nous travaillons une matière très délicate, la porcelaine. La porcelaine, les principales caractéristiques, c'est la translucidité, la finesse et puis sa fragilité. Et est-ce que vous pouvez nous définir plus en détail la porcelaine ? Oui.
Alors bon, la porcelaine, elle est composée de feldspath, de quartz et de kaolin. Après un processus chimique, l'eau va transformer cette pâte. Cette pâte, évidemment, elle va, après séchage, passer par un processus de cuisson. Ensuite, selon la pièce qui est à créer ou à monter, on appliquera la décoration. La décoration, ça peut être la peinture, ça peut être le filage en or ou pas, et la pose de fond. La pose de fond, c'est un atelier qui est propre à la manufacture de Sèvres parce que c'est le fameux bleu de Sèvres qui est effectué. Nous avons aussi un laboratoire de recherche appliquée. Dans ce laboratoire de recherche appliquée, il est piloté par une flamme, Atika, docteur en chimie des matériaux, et elle va apporter les formules nécessaires aux matériaux et aux oxydes utilisés au sein de la manufacture. Par extension, je sens qu'en pédagogie, c'est exactement le même phénomène ou le même processus qui a lieu au sein des différents ateliers. Les artisans qui transmettent, qui conseillent et qui accompagnent les jeunes apprentis, en particulier quand elles doivent faire leur fameux projet de réalisation, ils doivent innover. Parce que il y a une dichotomie entre le geste et l'idée, et on ne peut pas y échapper. Par exemple, je vois, ça commence évidemment lors des cours de recherche appliquée et dans les cours d'art appliqué. L'apprenti va devoir construire une idée qu'il se fait sur une pièce, et il va y avoir différents moments de test, d'échec, un niveau de concentration, un travail très physique pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle leur fameux chef-d'œuvre. Donc moi, je vais me permettre de vous montrer le chef-d'œuvre d'Océane. Océane est une jeune apprentie peintre qui vient de terminer après 2 ans. Elle a été formée par Sarah et elle a aussi réussi son concours. Donc, je vous présente cette pièce-là. Cette pièce, elle l'a nommée Atmosphère, et elle va, elle, s'inspirer d'une autre manufacture, qui est une manufacture horlogère. Et le travail, le concept qu'elle va faire, ça abrite une horloge, mais elle va évidemment réutiliser nos matériaux phares, qui est le bleu de Sèvres et le filage à l'or. Moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est sublime. Et quand on pense qu'une jeune fille, après 2 ans, ce chef-d'œuvre il existe grâce à l'intelligence collective. C'est-à-dire que l'intelligence collective, en tout cas à l'école de Sèvres, elle est composée des enseignantes et des maîtres d'apprentissage. Les maîtres d'apprentissage, ils ont une double mission. Ils ont postulé pour être maîtres d'apprentissage et souhaitent transmettre leur savoir technique. Mais en même temps d'exercer leur propre métier, ils doivent transmettre les compétences techniques du futur apprenti. Et ils deviennent, eux, apprentis aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à apprendre. Donc bien sûr qu'ils vont transmettre des compétences techniques,
ils doivent entretenir une relation de confiance et de respect réciproque avec l'apprenti. Ils doivent apprendre à avoir une certaine posture professionnelle tout en gardant et en garantissant la qualité de l'enseignement et la maîtrise de cette expertise technique. Quand on voit cette capacité, elle n'aurait pas lieu et elle donne sens en fait à cette transmission et la vocation qu'a cette maison en fait. Donc la pédagogie, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend. Et un autre apprentissage, mais qui est un apprentissage un peu plus spirituel, je dirais même, la manufacture et les métiers d'art se féminisent. Tout à fait. 90% aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de elles, nous avons 90% de jeunes filles qui sont des apprentis. Et ça aussi, ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend de pouvoir croire dans la puissance des femmes, en fait, dans ce métier qui était à l'origine très masculin. Et en parlant de la croyance de la puissance des femmes, que souhaitez-vous éclairer, encourager et porter à connaissance avec votre flamme? La transmission, c'est pour moi un acte généreux. La vocation première et le socle de la maison ici à Sèvres, c'est de transmettre. Cependant, je ne perds jamais en tête ce que disait un graveur, le chef de file de l'atelier 17. Je vais essayer de reparaphraser parce qu'il le disait bien mieux que moi. C'est que il n'existe pas un moyen de transmettre entre l'enseignant et l'apprenant. Et il disait à tous les nouveaux, il faut que vous mettiez en doute tout ce qu'on vous apprend. Et pour moi, la magie opère pédagogiquement lorsque nos apprenants nous questionnent. À partir de ce moment-là, tous les paradigmes que l'on pouvait avoir et nos pratiques pédagogiques explosent parce qu'on est obligé de nous remettre en question et, comme toujours, innover pour que cet apprentissage ait lieu. Et en parlant de cette importance d'apprentissage et de transmission, quelles sont donc vos raisons d'espérer? Mes raisons d'espérer, c'est je sens beaucoup d'émotion et d'admiration quand j'écoute ces apprentis qui sont en deuxième année. Vous voyez Kali, elle a porté la flamme de la sculpture, Salomé du moulage réparage, Adèle l'impression offset et Elisa tourneuse. Donc quand moi je les écoute, je ne peux avoir que de l'espoir et j'espère qu'elles vont pouvoir développer de plus en plus de compétences, mais surtout transmettre la passion qu'elles ont pour les métiers qu'elles vont exercer. Nous avons le plaisir d'accueillir ces 4 filles fantastiques et d'écouter ces avis. Très bien. Bon, merci beaucoup les filles d'avoir pris ce temps pour nous raconter à moi et à l'audience. Nous aimerions écouter quelles sont vos raisons d'espérer et quelles sont la flamme qui vous réchauffe. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez voir dans l'avenir? Je pense que si on est ici toutes les 4 aujourd'hui et depuis 1 an à la manufacture de Sèvres, c'est parce qu'on a toutes eu un moment justement cette flamme de la passion du métier d'artisan de base, enfin de vouloir travailler avec nos mains, avec nos yeux, pour des choses plus ou moins esthétiques, mais avec des concepts et aussi toute cette notion de patrimoine et qu'apportent nos objets. On est là peut-être nous plus que d'autres parce qu'on a eu aussi cet espoir de pouvoir intégrer un milieu plutôt fermé, assez réservé aux hommes de base, parce que par exemple à l'atelier du tournage de porcelaine, la première femme elle est arrivée il y a 15 ans uniquement sur 250 ans d'histoire. D'accord. Et ça c'est pareil dans plein d'autres ateliers, au plâtre également, pour faire tous ces moules, etc. Vu que c'est des métiers de manutention, de force, on considérait comment Technique, mais surtout on considérait qu'il fallait avoir des gros biscottos pour pouvoir le faire correctement. Alors qu'on se rend compte justement, nous, en apprenant précisément un geste, une technique, que des fois c'est tout aussi efficace de le faire avec douceur et voilà, et technique. Donc
Oui, donc c'est vrai que vouloir récupérer la flamme qu'on nous transmet, c'est aussi récupérer l'image d'un métier d'homme. Oui. Et donc aussi pouvoir faire face à un regard sur nous qui nous regarde en tant que femmes, mais moins en tant qu'artisans, avec des qualités manuelles, des qualités esthétiques qu'on peut avoir en tant qu'individu. Donc c'est aussi quelque part porter un combat sur aussi cette transmission des savoir-faire et du patrimoine. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui viennent remplacer les hommes. Et oui, ça donne espoir, je pense aussi pour nous, de voir qu'on peut faire ces métiers-là, qu'on a une place au sein de ces enseignes. Et oui, je pense que c'est notre espoir en tant que femme, même si souvent c'est vrai qu'on est rapporté au fait qu'on soit des femmes, et encore aujourd'hui, on entend encore dans les ateliers, on est ramené à notre force, qu'on ne serait pas assez forte pour porter des charges. Je pense au plâtre aussi, je sais pas où. Oui, après, je pense que c'est un état d'esprit de manière générale, et on sent que c'est comme un peu un petit train qui se fait pousser, sans que ce soit péjoratif, parce qu'il y a aussi beaucoup à apprendre du côté très traditionnel de l'histoire de cette maison, comme on dit. Mais au début, nous, on faisait que les petites fleurs. Il y a en 1745, on faisait les petites fleurs parce que c'était des petites fleurs. Oui. Puis aujourd'hui, on tourne des gros trucs en plâtre, on tourne des plusieurs kilos de porcelaine. Et je pense qu'au niveau de la qualité et du résultat, c'est identique. Oui. Voilà. Et au final, oui, je pense que c'est vraiment cette flamme du savoir-faire qui finit par un peu transcender justement toutes nos différences, que ce soit entre hommes, femmes, mais aussi entre plus jeunes et vieux, parce que on a quand même la chance d'être dans un milieu où c'est souvent les plus anciens qui nous transmettent leur savoir. Et en fait, ça finit par aller au-delà, et vraiment, ça nous réunit, en fait, cette flamme. Oui. Voilà. Oui, puis aussi autrefois, on entrait beaucoup plus jeune à la manufacture, donc là aussi, on arrive avec un bagage qui nous est propre et qu'on peut aussi amener dans notre travail, parce que l'objectif, c'est évidemment la conservation, la transmission du patrimoine, mais c'est aussi rester dans une idée d'être avec son temps. Les deux. Et, oui. Ok. Super, merci. C'était vraiment un honneur de que vous partagez vos avis avec nous, en sachant que vous travaillez pour la culture de la France, pour la transmission du patrimoine. Et c'est très important d'avoir des avis, des femmes jeunes comme vous, qui travaillent dans des métiers techniques, dans la transmission, encore comme je dis, du patrimoine, mais surtout de l'évolution de la culture ici en France. Donc encore, merci beaucoup. Et j'espère que bientôt, on verra vos travaux, vos œuvres dans des musées un jour. Pas peut-être ici, mais des musées partout. Merci. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Et pour conclure cette belle et très pédagogique épisode, Francisca, racontez-nous ce que vous avez à cœur de transmettre. Oser. Ok. Oser être Madame de Pompadour. Oui. Oser intégrer les métiers d'art. Oui. Oser échouer et ne pas baisser les bras. Oser perdre les certitudes. Et surtout oser l'opportunité du plaisir de transmettre. Super. Merci beaucoup, Francisca, d'avoir honoré les métiers d'art, la culture et le patrimoine de la France dans cet épisode de Place aux Flammes. Et nous serons ravis de voir à futur toutes les porcelaines, les sculptures que vos apprentis vont fabriquer pour ce pays. Merci à vous